Bienvenue pour ce nouveau numéro de Laïcitade, l'émission mensuelle de l'Union des familles laïques. Aujourd'hui, notre émission revient sur la question de la fin de vie dans la dignité. Le débat est de nouveau ouvert, la preuve sans doute que la loi Claeys-Leonetti n'a pas répondu à toutes les questions. Il y a, semble-t-il, un double enjeu, celui de mourir dans la dignité quand le moment est venu et celui d'avoir une fin de vie digne et aussi pleine de vie que possible quand on n'est pas encore au bout du parcours, en ayant un accompagnement et une prise en charge de qualité, ce qui ne semble pas être le cas partout puisque tous les départements ne disposent pas d'unités de soins palliatifs. Pour répondre aujourd'hui à nos interrogations, je reçois Christian Gaudret, le président de l'Union des familles laïques, et Pierre Juston. Il est juriste, spécialiste des questions de laïcité et membre du conseil d'administration de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Pour introduire ce débat délicat, une question se pose en fait, question un peu générale. En quoi la question de la fin de la vie est-elle, de votre point de vue, une question éminemment laïque? Christian Gaudret, peut-être. Bonjour. Alors oui, à l'UFAL, nous considérons que c'est une question éminemment laïque et que c'est même le dernier maillon de la laïcisation de nos vies, qui a commencé en 1792. Alors pourquoi c'est une question laïque? Parce que avant tout, c'est une question de liberté et de liberté de conscience. Liberté de conscience, on est en plein dans la laïcité. Je rappelle que c'est quand même la première phrase de la loi de 1905. La République assure la liberté de conscience. Et pour ce qui est de la mort, c'est le seul moment de notre vie où le dogme l'emporte encore sur la liberté de conscience. Et c'est pour ça, fondamentalement, que nous considérons que c'est un combat laïque. Et c'est pour ça que l'UFAL s'engage dans ce combat. Mais c'est aussi une question républicaine, puisque ça convoque la liberté donc de conscience, ce qui veut dire la liberté de ne pas se faire dicter de ce qui serait notre destin. Ça convoque l'égalité, c'est-à-dire le même droit pour tous, et pas seulement aujourd'hui on voit l'inégalité face à la mort qui est absolument dramatique, et ceux qui sont frontaliers ou qui ont les moyens de partir à l'étranger pour bénéficier d'une euthanasie ou du suicide assisté, il y a une profonde inégalité et ça convoque évidemment la fraternité en permettant l'exercice d'une liberté, quoi de plus fraternel. Alors Pierre Juston, cette question de la laïcité vous occupe, je crois même que vous y pensez un peu tous les jours. Est-ce que ça vous semble au cœur de ce débat sur la fin de vie? Alors oui, j'y pense un peu tous les jours, comme vous le voyez, pas embrasant, puisque je reste un peu barbu. Mais oui, j'ai peu de choses à rajouter à ce qu'a dit Christian Gaudret, finalement, parce qu'il a magnifiquement synthétisé le pourquoi cette question est une question laïque. J'ajouterai peut-être 2-3 éléments de précision, notamment sur le fait que la laïcité ne se résume pas à la loi de 1905, on l'oublie souvent. La loi de 1905 est une étape décisive dans le processus de laïcisation du droit, mais ce processus de laïcisation du droit, il a commencé bien avant, dès 1789, comme l'a très bien dit Christian Gaudret. Et évidemment, je suis d'accord avec lui quand il dit que c'est un peu le dernier bastion, celui de la mort, puisque celui de la naissance, des naissances, celui de la sexualité, de la vie de couple, en tout cas sur un certain nombre d'autres domaines de la vie familiale, c'est laïcisé. Alors, ça veut dire quoi, processus de laïcisation? C'est peut-être là où j'apporterai peut-être un petit éclairage. Ça n'est pas en lien à proprement parler avec la loi de séparation des églises et de l'État. Encore que, effectivement, souvenons-nous de l'article 1er de la loi de séparation des églises et de l'État, la République assure, et pas seulement garantie, mais la République assure la liberté de conscience. Comme il l'a très bien dit Christian Gaudret, il s'agit d'une grande loi de liberté de conscience, puisque aujourd'hui, les personnes n'ont pas de choix à faire et ne peuvent pas faire de choix dans leur conscience lorsqu'ils sont en fin de vie. Donc évidemment, c'est en ce sens-là que c'est à rapprocher, mais aussi je reviens sur le processus de laïcisation du droit. En fait, c'est un peu complexe, mais l'idée, c'est que dans un ordre normatif juridique laïque,
eh bien, toutes les normes juridiques doivent avoir pour fondement, il y a différents fondements qui peuvent exister, y compris des fondements moraux qui restent minimales, mais en tous les cas, ils ne peuvent pas se fonder sur des fondements moraux qui sont d'essence religieuse. Et en l'occurrence, ce qui a amené à interdire à la personne de pouvoir choisir sa propre fin de vie depuis un certain nombre de siècles, eh bien, ce sont des fondements moraux, religieux, sur lesquels se sont touchés notre droit moderne. Donc, évidemment, c'est un des derniers bastions où il faut que les normes juridiques évoluent. Alors après, évidemment, une loi républicaine, liberté, égalité, fraternité, ça a été très bien rappelé. Mais ce qui me semble important, c'est aussi le concept de dignité, qui est souvent mal compris. Souvent, on nous reproche à la DMD, parce qu'on s'appelle l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, de considérer qu'il y aurait des morts de personnes qui ne seraient pas dignes, ou des personnes qui sont en fin de vie qui ne seraient pas dignes. Alors, ce n'est pas du tout notre propos, et je le synthétiserai en 2-3 phrases. Le concept de dignité, c'est un concept très compliqué en droit par ailleurs, mais il faut bien l'envisager dans sa globalité. Et le concept de dignité, il a 2 facettes. C'est un concept Janus, c'est-à-dire qu'il a une facette libérale. Alors libérale, pas au sens économique, on ne va pas rentrer dans un débat, mais libérale au sens philosophique et politique du terme, c'est-à-dire que c'est à la personne elle-même de définir ce qui va être digne ou pas pour elle-même. Et d'une personne à l'autre, dans une société pluraliste et libérale, eh bien, tout le monde ne va pas mettre le même critère de ce qui est digne ou de ce qui n'est pas digne pour soi-même. Et puis après, il y a la dignité objective, qui est pas du tout libérale, mais qui va empêcher les personnes de faire totalement ce qu'elles veulent. C'est pour ça que je parle de libéralisme et non pas de libertarisme d'une certaine manière, mais on pourra avoir ce débat-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même des limites, effectivement, qui sont posées, et ces limites, bien, dans le cadre d'une loi sur la fin de vie, ce seront des limites d'accès à ce droit-là. C'est-à-dire que, par exemple, dans les fantasmes qu'on voit souvent surgir sur cette question-là, un jeune homme de 25 ans qui aurait un chagrin d'amour et qui voudrait bénéficier d'un suicide assisté ne pourra pas en bénéficier. Au nom de quoi? D'un principe moral minimal, effectivement, qui vient à considérer que, objectivement, la dignité objective, eh bien, c'est lorsqu'on a une maladie incurable, entre guillemets, qu'on est au bout de sa vie et qu'on a de grandes souffrances, qu'on pourra être éligible à un tel droit. Et donc là, on voit la dialectique qu'il y a entre les 2 dignités, subjectives et objectives. Alors, on le comprend bien à vous écouter, la liberté est au centre des interrogations sur la condition de notre fin de vie. La loi autorise, depuis Claes Leonetti, elle autorise la sédation profonde, d'accord, et les directives anticipées, et elle les a rendues opposables, même si le Conseil constitutionnel, semble-t-il, a réduit la portée universelle de cela. Et à votre avis, est-ce que ça ne pose pas une question un peu plus large, qui est celle de la peur que provoque la liberté ou la possibilité d'être libre? Est-ce que la liberté fait peur? Toute réflexion philosophique sur la liberté fait peur, évidemment, à l'individu, d'autant plus quand il s'agit de la liberté d'éteindre la lumière, si j'ose dire. Donc la liberté d'annihiler sa propre liberté, parce qu'on sait qu'après la mort, en tout cas à partir de la mort, la liberté terrestre n'existe plus, qu'on soit croyant ou pas croyant, peu importe, c'est peut-être autre chose qui se passe après si on est croyant, mais il s'agit bien d'annihiler à un moment donné consciemment sa propre liberté quand on décide d'éteindre la lumière, parce qu'on souffre trop et parce que justement on estime, et c'est peut-être là que ça n'est pas paradoxal, que sa propre liberté terrestre est entravée et donc qu'elle est suffisamment entravée pour pouvoir l'annihiler totalement parce qu'on est proche de la mort et qu'on sait qu'on va mourir. À l'inverse, savoir qu'on a la possibilité d'exercer cette liberté est quelque chose qui peut rassurer. Précisément, c'est très important de le dire, vraiment, et j'ajoute un point, je suis désolé, je suis un peu verbeux, mais c'est un point très important, c'est ce qu'on appelle le phénomène de porte de sortie. Beaucoup de gens renoncent, moi j'en ai accompagné, des militants de la DMD chevronnés qui étaient militants depuis 30 ans et qui, devant ce fait-là, avaient une pulsion de vie d'une certaine manière et ont rebroussé chemin. Et c'est tout à fait normal et c'est très bien. Et puis d'autres, au contraire, n'ont pas du tout rebroussé chemin. Puis des gens qu'on n'attendait pas et sont allés jusqu'au bout. Donc encore une fois, c'est la liberté des choix de chacun qui peut évoluer jusqu'au dernier moment. Christian Gaudret, un débat sémantique a agité les médias ces dernières semaines, celui autour du mot euthanasie. L'euthanasie, serait un acte qui nous serait imposé, un acte extérieur à nous-mêmes, alors que le suicide assisté respecterait ce que nous sommes. Quelle est la position de votre organisation sur ce point précis, l'euthanasie? Alors, moi, c'est un débat, c'est une question que je suis depuis très longtemps et c'est assez
étonnant de voir par rapport aux mots les évolutions qu'il y a eu. Hein, je me souviens à une époque, c'est le suicide qui faisait peur. Le suicide assisté était beaucoup plus repoussoir que le mot euthanasie. Aujourd'hui, il y a eu tout un glissement. Effectivement, il y a tout un débat sur ce mot euthanasie. Il y a d'ailleurs le gouvernement qui planche pour refaire le lexique, hein, et repréciser les mots. Ça devrait sortir bientôt. Alors, euthanasie, ça veut dire la bonne mort. Moi, c'est pas un mot qui me révulse. Euthanasie, c'est une assistance médicale au suicide, rien de plus. Donc, oui, on parle d'aide active à mourir, soit par le suicide assisté, soit par l'euthanasie. Après, on peut appeler les choses d'une façon ou de l'autre. Parlons d'assistance médicale au suicide éventuellement. Mais ça revient à l'euthanasie. Je vois pas pourquoi il y a débat là-dessus aujourd'hui. Moi, j'ai écouté l'intervention d'André Comte-Sonville lors de la troisième session de la convention citoyenne. Hein, il a fait une très bonne intervention. D'ailleurs, sur la dignité, hein, il côté un petit peu en touche en disant que c'était avant tout une loi de liberté, hein, et que le concept de dignité était tellement piégeux qu'il fallait peut-être le laisser de côté, tout en affirmant son soutien à la DMD. Et lui parlait au même titre qu'on a l'interruption volontaire de grossesse, l'interruption volontaire de vie, hein, qui est là encore un concept qui peut être intéressant. Pierre Juston, alors sur ce mot, le mot, le sens du mot. Le sens du mot euthanasie. Effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Christian Gaudret. Les mots ont évolué et on attend avec impatience les résultats des travaux de la commission au Sénat qui a été chargée effectivement de mettre un peu de l'ordre dans ces différents mots. Le mot euthanasie, ça veut dire étymologiquement effectivement belle mort. Pour autant, la différence, elle est plutôt technique entre la question de l'euthanasie et du suicide assisté des personnes. C'est-à-dire que peu importe les conditions qu'on met, ça va être plus ou moins les mêmes pour le suicide assisté ou l'euthanasie, c'est-à-dire les personnes en fin de vie avec des souffrances, en tout cas par rapport à ce que nous proposons à la DMD. L'euthanasie, la seule différence, c'est que l'euthanasie, c'est quand la personne n'est plus en capacité elle-même, en tout cas la plupart du temps, de pouvoir partir, c'est-à-dire de pouvoir appuyer sur une clé à molette, pas sur une clé à molette, pardon, sur une piqûre, un piston, voilà, c'est ça, je cherchais le terme, ou de pouvoir boire un verre avec ce que certains, des fois, adhérents appellent la potion, enfin un verre avec évidemment un produit qui va leur permettre de partir tranquillement. Ça, c'est un suicide assisté parce que là, on assiste la personne en lui donnant le produit une fois que toutes les conditions sont respectées et c'est elle-même qui va faire le geste. L'euthanasie, c'est effectivement un tiers, un soignant, qui va faire le geste, mais il le fait parce que la personne n'est plus en capacité de le faire, donc ça ne lui est pas imposé, et c'est parce que cette personne-là a néanmoins, obligatoirement, dans le cas d'une euthanasie, rédigé ses directives, anticipées, de manière à dire que si elle se retrouvait dans un cas où elle n'est plus en capacité de faire ce geste-là, eh bien quelqu'un puisse lui faire. Et puis après, je termine là-dessus, dans les pays qui ont légalisé, il y a la possibilité aussi de bénéficier d'une euthanasie alors qu'on est en capacité de faire le geste, où des personnes préfèrent que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, alors qu'elles sont en capacité de boire le verre d'eau ou d'actionner le mécanisme qui va leur permettre de partir, parce que pour elles, c'est important que ce soit un soignant qui le fasse. Voilà. Mais la différence entre les deux, elle est essentiellement dans ce que j'ai dit au départ, donc d'ordre technique. Christian Gaudret, tout à l'heure, vous évoquiez le cadre républicain dans lequel se déroulait ce débat, la question de la liberté. Et donc, maintenant, on l'a compris à travers les propos de Pierre Juston, la question de l'égalité. Puisque aujourd'hui, leur situation est souvent très médiatisée. Certains ont la possibilité de se rendre en Suisse ou en Belgique pour mettre fin à leur jour, et d'autres, en France même, obtiennent de façon cachée cette assistance. Il semblerait que les études diraient qu'environ 4000 décès s'opèrent dans ce cadre-là. Alors, pourquoi ne pas donner cette possibilité à tous au nom de l'égalité? Christian Gaudret. Alors, déjà, moi, je tiens à dire que la première des inégalités concerne l'accès aux soins palliatifs et à l'accompagnement en fin de vie.
Et ça, je crois que là-dessus, on va être d'accord avec Pierre Juston. Et il faut le signaler en premier. C'est aujourd'hui la première des inégalités, inégalité territoriale, inégalité sociale, qui concerne l'accès aux soins palliatifs. Le retard de la France est absolument dramatique sur ce point-là. Et ce qui pourrit éternellement ce débat, c'est l'opposition entre l'aide active à mourir et les soins palliatifs. Donc, nous affirmons que la première des inégalités est l'accès aujourd'hui aux soins palliatifs et à l'accompagnement de la fin de vie. Bon. Au-delà de ça, effectivement, en ce qui concerne l'aide active à mourir, on sait que c'est pratiqué de façon non dite par de nombreux médecins. Certains d'entre eux avaient signé il y a quelques années une tribune pour dire « nous avons pratiqué des euthanasies », avaient eu le courage de le faire. Et aujourd'hui, il y a malheureusement la possibilité pour certains, en fonction de conditions financières, d'aller à l'étranger, possibilité qui n'est pas offerte à tous et qui crée, là encore, des inégalités flagrantes par rapport à la mort et à la fin de vie. Pierre Juston, l'égalité dans cette question délicate, est-ce que ce n'est pas le moment où justement nous devrions être égaux? Alors oui, alors il y a deux choses. Bon, déjà, je suis en tout point d'accord avec ce que vient de dire Christian Gaudret, et on le rappelle suffisamment à la DMD, il faut cesser d'opposer la question des soins palliatifs et d'un financement courageux des soins palliatifs, ce qui n'a jamais été fait pour l'instant en France, un vrai plan courageux de financement des soins palliatifs, et la question de l'aide active à mourir. Les deux sont tout à fait complémentaires. D'ailleurs, un exemple pour preuve, en Belgique, où ils ont 20 ans d'avance sur la question, 50% des personnes qui vont dans une aide active à mourir au préalable sont passées par un parcours de soins palliatifs. Donc, ça n'est pas du tout opposable. Simplement, c'est des personnes, des choix qui évoluent. On en a parlé tout à l'heure. À un moment donné, quelqu'un peut décider de dire, bon, ben, je suis allé dans un parcours de soins palliatifs, ça s'est bien passé, mais là, j'en ai vraiment marre, j'ai envie d'avoir une aide active à mourir, ou pas du tout. Peu importe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inégalité aujourd'hui en France, sociale, territoriale, à tout point de vue, sur l'accès aux soins palliatifs. Il y a des départements, moi j'habite en Occitanie, en Haute-Garonne, à Toulouse, il y a des départements en Occitanie où il n'y a aucune unité de soins palliatifs. Et il y a un certain nombre d'autres départements. De la même manière, inégalité territoriale, parce qu'il y a des gens qui, quand ils habitent dans les Ardennes, par exemple, eh bien, lorsqu'ils vont passer la frontière pour aller en Belgique, pour bénéficier d'un suicide assisté ou d'une aide active à mourir ou d'une euthanasie, donc, ces personnes-là, la sécurité sociale, pour dire à quel point le système est hypocrite, peut leur rembourser les soins qui ont été faits autour de leur aide active à mourir, alors que c'est interdit en France. Et pour autant, comme ils sont dans des OAST, des zones frontalières, ils peuvent se faire rembourser les soins qui entourent l'aide active à mourir. Donc, inégalité évidemment, comme l'a dit Christian Gaudret, parce que les personnes qui vont en Suisse, en l'occurrence, où il n'y a pas de loi, donc c'est pas le modèle suisse sur lequel nous on souhaite aller, eh bien ça coûte plus de 10 000 € pour des personnes. Et donc ce sont des personnes qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir aller mourir dans un pays qui n'est pas le leur. Et donc là, il y a aussi une problématique de patriotisme, on peut l'entendre aussi, de gens qui ont envie ou d'affectifs, de gens qui ont envie de mourir dans leur pays et pas d'aller mourir dans un autre pays également. Voilà, donc ces inégalités-là, elles doivent être corrigées. Le dernier point, une petite nuance que j'apporterai, on n'est pas tous égaux face à la mort. Si moi, demain, je me fais écraser par un bus, bah, je ne l'aurais pas souhaité et je n'aurais pas été à égalité de quelqu'un qui a pu mourir tranquillement comme il l'aura souhaité. Mais ça, tout le monde en a bien conscience, mais je le dis parce que parfois nos opposants nous accusent d'être dans une logique où l'homme déciderait de tout à tout moment et il n'y aurait aucun fait lié au hasard ou à Dieu selon leurs convictions, peu importe. En réalité, c'est une égalité dès lors qu'elle est possible, c'est-à-dire dès lors qu'on a conscience qu'on va pouvoir mourir, dès lors qu'on a conscience qu'on est en fin de vie, que l'on peut établir, hein, et on ne peut pas l'établir tout le temps, malheureusement, évidemment, mais en tous les cas, dès lors qu'on peut l'établir, il n'y a aucun principe fondamental qui devrait pouvoir nous empêcher de le faire et donc d'avoir une loi qui soit complète, égalité d'accès aux soins palliatifs et égalité dans l'accès à l'aide active à mourir avec évidemment des conditions. Sur ce point encore des soins palliatifs et de leur accès, on a quand même l'impression qu'il y a une instrumentalisation de la volonté de développement des soins palliatifs pour contrer le débat sur l'euthanasie. Ça n'est pas
simplement un équilibre qu'il faudrait établir, c'est aussi un argument qui est développé notamment par les médecins des services de soins palliatifs eux-mêmes. Est-ce que je me trompe, Christian Gaudret ? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Hier, j'ai participé, je fais partie d'un comité territorial de santé départemental, et ce sujet était à l'ordre du jour. Et on a vu monter au créneau donc dans les comités territoriaux de santé, il y a le médico-social, le médical, représentants des usagers, tout le monde est représenté. On a vu monter au créneau des médecins se revendiquant de la SFAP qui ont pris la parole et qui ont occupé le terrain en instrumentalisant effectivement cette question des soins palliatifs pour tuer le débat. Donc malheureusement, c'est pour tous ceux qui sont amenés à participer aux nombreux débats qui sont organisés actuellement en France jusqu'à fin mars, notamment par les espaces de réflexion éthique régionaux. Il y a qu'à voir la composition des tribunes et les prises de parole. Il est extrêmement difficile de venir poser, comme on l'a fait en début d'émission, le sujet sur des principes laïques et républicains, et c'est malheureux, et j'espère que nos militants pourront participer et essayer de recentrer le débat sur d'autres positionnements que ceux qui ont lieu actuellement. Pierre Juston, donc sur cette instrumentalisation qui dessert le développement des soins palliatifs, autant qu'elle entrave le débat sur la mise en place d'une euthanasie acceptée pour tous. Oui, bien sûr. Christian Gaudret parlait de l'ASFAP. Moi, je suis désolé que aujourd'hui, la politique de l'ASFAP, on entend plus l'ASFAP être contre un choix qui n'enlèvera rien à personne, qui n'est qu'un choix pour une note de l'aide active à mourir, plutôt que de lutter aujourd'hui dans l'espace public pour dire il nous faut suffisamment de financement pour accompagner le développement des soins palliatifs. C'est plus une association aujourd'hui qui est contre, plutôt qu'une association qui va être pour financer son propre secteur. Et je rappelle un point sur l'ASFAP, ça n'est qu'une association de soins palliatifs, certes, qui rassemble le plus grand nombre d'acteurs des soins palliatifs, mais ça n'est qu'une association qui représente donc 1/10 des acteurs dans le champ des soins palliatifs aujourd'hui en France, et parce qu'elle se présente comme la société des soins palliatifs, donc c'est une association parmi d'autres. Et par ailleurs, Laure Dossi, qui est journaliste à Charlie Hebdo, avait fait un article qui était assez intéressant et qui démontrait bien, malheureusement, que dans l'ASFAP, il y avait un certain nombre de soignants des soins palliatifs qui sont très bien, qui font un boulot formidable et qui ne sont pas complètement embrigadés sur cette question-là et complètement fermés. Mais il y a un certain nombre d'acteurs des soins palliatifs qui, malheureusement, sont issus d'un catholicisme intégriste, et je le dis effectivement comme je le pense parce que c'est une réalité factuelle sur le terrain, qui sont aujourd'hui l'essentiel des troubles qu'on voit dans les marches pour la vie, y compris contre l'IVG, y compris contre un certain nombre d'autres sujets de sociétaux, contre le mariage pour tous, etc. Dès lors qu'il y a une loi de choix, eux veulent imposer leur propre dogme et leur propre manière de voir. Et on retrouve malheureusement dans beaucoup de sociétés éthiques, en tout cas dans beaucoup de comités qui se présentent comme des comités éthiques tout à fait neutres et scientifiques, un certain nombre de personnes qui sont en réalité des associations faunées ou des personnes très engagées, et c'est leur droit le plus fondamental, mais des personnes très engagées dans des convictions religieuses et dans des groupes religieux qui sont plutôt à classer dans les groupes religieux intégristes au niveau du catholicisme. Et c'est tout à fait dommage. L'Alliance Vita en est un exemple typique, même si c'est très connu d'où vient l'Alliance Vita, etc. Mais vous avez d'autres sociétés qui se présentent comme des sociétés éthiques, intellectuelles. En réalité, derrière se cachent des faunées d'associations catholiques intégristes. Alors, votre développement là nous permet d'élargir un peu notre focale. Dans notre pays, donc le débat sur la fin de vie est à nouveau ouvert, ou bien ce débat n'a jamais été totalement clos, on ne sait pas trop. Est-ce que cela ne montrerait-il pas notre difficulté en général à nous mettre d'accord, alors que de nombreux pays y sont parvenus sans que ça ait mis des millions de personnes dans la rue? Alors déjà, ce qu'il faut dire, aujourd'hui, les seuls qui sont descendus dans la rue, c'était le week-end dernier à Paris, effectivement, la marche pour la vie, comme l'a dit et contre l'IVG. Pierre Juston, contre l'IVG et contre l'euthanasie. C'est-à-dire que nous ne serions pas capables de descendre dans la rue pour défendre cette loi de liberté.
Alors, je sais, et je pense qu'il faut le dire à nos auditeurs, qu'il y a des initiatives en cours pour essayer de constituer un fonds progressiste sur cette question. Je peux citer aussi l'initiative, la collaboration entre l'UFAL et le Comité Laïcité République pour inciter et nourrir ces militants avec un argumentaire laïque et républicain à participer et à organiser des initiatives sur ce sujet. Donc nous prenons part au débat et de façon extrêmement active, et j'espère que des initiatives sortiront prochainement, parce qu'il va falloir aussi ne pas tarder. Je sais qu'il y a eu une réunion le 16 janvier avec la participation d'un grand groupe mutualiste et de l'ADMD à laquelle a participé l'UFAL et le CLR. Nous attendons beaucoup de ces initiatives pour que vraiment on ait un débat qui ne laisse pas la place aux catholiques intégristes, comme l'a rappelé Pierre Juston. Aux catholiques intégristes et peut-être à d'autres, parce que souvent ceux qui s'expriment dans ce débat, ce sont les représentants des grandes religions qui ont un avis plutôt unanime sur cette question, Pierre Juston. Oui, tout à fait. Alors, sur ce point-là, on sera sans doute d'accord et sur la même ligne avec l'UFAL. Je ne suis pas particulièrement connu sur mes travaux sur la laïcité pour avoir une laïcité à géométrie variable, et je suis plutôt dans la dénonciation de tous les intégrismes, sans difficulté, en tout cas concernant l'intégrisme musulman, pour le citer, qui existe et qui nous fait du mal particulièrement dans notre pays depuis quelques années, pour diverses raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer ici. La différence, je dirais, sur ce débat-là, c'est que, et on l'a vu pour les marches pour la vie, c'est que le pouvoir, en tous les cas, et la force de frappe des catholiques intégristes sur les débats de société, sur un certain nombre de débats de société, est sincèrement beaucoup plus important. Ces réseaux-là sont beaucoup plus organisés, sont anciens, ont leurs entrées à l'Assemblée nationale, au Sénat, à l'Élysée directement, quand il y a des dîners, des débats qui peuvent être faits. Et c'est vrai qu'ils ont une force de frappe sans doute plus importante que les autres intégrismes d'autres religions. C'est pour ça que j'ai cité celui-ci en particulier. Mais après, vous avez totalement raison, ça concerne tous les intégrismes religieux de manière tout à fait globale. Et c'est un point important et intéressant, c'est que ça concerne tous les intégrismes religieux et tous les cadres religieux des différentes, on dira, on va pas rentrer dans un débat si les autres religions ont une forme de cléricalisme, mais en tous les cas, ça concerne essentiellement les cadres des différentes religions. Pourquoi ? Parce que les croyants, dans les différents sondages d'opinion, sont très largement, pour la plupart d'entre eux, catholiques, protestants, juifs, peu importe, favorables à une avancée sur la question. Donc, il y a une déconnexion des cadres religieux, comme beaucoup de questions de société, et les croyants et même les pratiquants de ces religions. Donc, en réalité, c'est une petite minorité bruyante, bien organisée, qui font partie des différents cléricalismes qui peuvent exister. Alors, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Actuellement, il y a une consultation qui est complaisamment qualifiée de citoyenne. Est-ce que c'est la bonne façon de revenir une fois encore sur ce qui nous concerne tous, et comment vous, dans vos organisations, vous pouvez faire valoir aujourd'hui dans ce débat votre point de vue? Christian Gaudret, ce sera votre conclusion. Dans la mesure où il y a consultation, nous avons le devoir d'y participer, ne serait-ce qu'en tant qu'association de représentants des usagers du système de santé, puisque ça mobilise, j'ai parlé des CTS, mais ça mobilise tout un tas d'instances aujourd'hui. Par contre, il y a eu plusieurs avis du CCNE, il y a eu le CESE qui s'en est saisi, il y a eu X rapports, il y a eu des propositions de loi. Il y a un moment, il faut avancer. Donc nous, ce que nous sentons, c'est que ce moment est arrivé, et c'est pour ça que nous incitons nos implantations à s'engager pleinement dans le débat qui a lieu aujourd'hui, pour afficher notre voix laïque et républicaine. Pierre Juston, l'ADMD, qui œuvre dans ce débat depuis de fort longues années, elle aussi, elle souhaiterait qu'on arrive quand même à quelque chose. Bien sûr,
la DMD est quand même contente qu'il y ait même cette convention citoyenne, même si nous l'avons dit, c'est une énième convention citoyenne, il y en a déjà eu 2 précédemment, et sans doute celle-ci donnera le même résultat que les 2 précédentes. Donc évidemment, ça fait perdre un peu de temps. Pour autant, ça remet ce sujet-là au centre du débat. Et nous, ce qu'on attend, c'est qu'évidemment, ça arrive au Parlement et que les députés, les sénateurs, en tout cas tous les parlementaires s'en saisissent et qu'une loi soit évidemment votée. Je voudrais vraiment simplement, pour finir et conclure, remercier l'UFAL qui est à nos côtés, avec qui nous partageons en tout cas cette vision-là. Et peut-être un point de précision sur la question de la laïcité. C'est un des rares sujets sur lesquels, à mon avis, les laïcs, et j'en fais partie, qui peuvent s'empoigner sur des débats parfois. Je pense à d'autres associations avec lesquelles on peut avoir des désaccords, souvent Ligue de l'enseignement, Libre Pensée, et puis de l'autre côté, je dirais peut-être l'UFAL, le CLR, et puis je pourrais en citer d'autres, évidemment. Chacune avec son identité et ses spécificités. Mais aujourd'hui, ce débat-là, c'est un débat qui rassemble tous les laïcs, de Jean Bobéro à Elisabeth Badinter, qui viennent à considérer que le droit de mourir dans la dignité est un grand combat laïque, peut-être un des grands derniers combats laïques à mener, et qu'il faut être unis au moins, même quand on a des graves désaccords qu'on a l'habitude d'afficher dans le camp laïque au niveau national, que là, il faut être unis pour ce combat-là. Et donc, je remercie vraiment l'UFAL d'être à nos côtés sur ce débat-là, et ça ne m'étonne pas. Donc, voilà, vraiment un grand merci à tous les militants de l'UFAL et au cadre et à son président Christian Gaudret. Merci à vous. Pour ma part, je remercie Christian Gaudret, donc le président de l'Union des familles laïques, ainsi que vous, Pierre Juston, pour votre éclairage sur cette question délicate, mais qui devra être tranchée dans les mois qui viennent. Je remercie Sébastien Collin de l'UFAL d'Orléans pour son soutien technique, et je vous remercie tous de votre attention. Vous pouvez nous écrire, bien sûr, et vous pouvez également retrouver tous les numéros précédents de Laïcidad, la voix de l'Union des familles laïques, en vous connectant à notre site ufal.org. À bientôt. Merci.